Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24 dans On va plus loin. Ce soir, je suis en compagnie de Niagale Bagayoko et de Mélina Huette. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Dans la première partie de l'émission, on reviendra sur ce sommet de Tianjin organisé par la Chine. Une vingtaine de dirigeants y ont participé, parmi eux Vladimir Poutine, Narendra Modi ou encore Recep Tayyip Erdogan. Xi Jinping a dévoilé sa vision d'un nouvel ordre mondial. À plusieurs reprises, il a fustigé la politique étrangère américaine. Et puis on évoquera également ce plan américain de Riviera de luxe à Gaza. Il a été dévoilé par le Washington Post. C'est un document de 38 pages qui prévoit de déplacer toute la population gazaoui pour reconstruire l'enclave en un centre technologique et touristique. D'après ce texte, le territoire palestinien serait placé sous administration américaine durant au moins 10 ans. C'était le 25e sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Il s'est tenu à Tianjin, en Chine, dans le nord du pays. Plus de 20 chefs d'État et de gouvernement du continent eurasiatique étaient présents. Les présidents russes, turcs, iraniens, mais aussi le Premier ministre indien. On sait que Donald Trump voulait isoler la Chine. Est-ce qu'il n'est pas en train de se passer l'exact inverse, Niagale Bagayoko ? Alors, il veut isoler la Chine, oui et non. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec cette idée-là, parce que la vision chinoise de l'ordre international, notamment du non-interventionnisme américain que l'on a vu tout au long des 30 dernières années écoulées, correspond aussi à ce que demande la base MAGA de Donald Trump. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas forcément un hiatus. Mais ce qui est certain, c'est que ce à quoi on assiste, c'est à la confirmation qu'il y a un pôle alternatif qui se constitue depuis 10 ou 15 ans. On parle bien sûr de l'organisation de la coopération, du forum de coopération de Shanghai, mais c'est la même logique que celle des BRICS finalement, avec un élargissement notamment à des membres observateurs de plus en plus nombreux, qui considèrent que l'ordre moral, non pas occidental, mais en fait européen presque, parce que le rejet du libéralisme, la sorte d'exaltation de l'autoritarisme, la façon dont on rejette aussi les droits de l'homme, Donald Trump n'en est pas si loin que ça non plus. Donc il y a bien sûr un discours très agressif de la Chine, mais l'idée c'est surtout d'affirmer qu'il y a un pôle de stabilité qui est fondé non pas sur un ordre libéral et démocratique, mais sur un ordre autoritaire, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas multilatéral. Très important de noter la présence aussi d'Antonio Guterres, parce que la Chine se positionne aussi par rapport à la gestion des biens communs, comme l'environnement. Donc je ne suis pas sûre qu'il faille forcément opposer ces blocs, même si bien sûr, comme vous l'indiquez, les discours, notamment de Xi Jinping, mettent en porte-à-faux les valeurs occidentales avec celles qui sont promues côté chinois et bloc de Shanghai élargi. Mélina, Xi Jinping profite aussi du délitement des relations au sein même de l'Occident. Il a beaucoup mis en avant ces derniers jours le côté stable et rassurant de la Chine. Oui. Oui, alors là, c'est sûr que ces derniers mois en particulier, alors c'était déjà le cas sous Trump 1.0, mais là, sous son second mandat depuis le 20 janvier, on voit bien qu'il y a un délitement de l'alliance transatlantique. Il y a surtout un désaccord entre, effectivement, la politique de Donald Trump et la politique des Européens. Ça s'est renforcé avec l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. On voit toute cette mise en place de coalitions des volontaires pour s'opposer au désengagement progressif et annoncé d'ailleurs de Donald Trump sur l'Ukraine, par exemple, mais pas que. En réalité, effectivement, l'ordre international dont vous parliez, qui est quand même toujours soutenu aujourd'hui par l'Europe, qui est celui né après la Seconde Guerre mondiale, de 1945, il est totalement balayé du revers de la main par Donald Trump. Et en ce sens-là, il se rapproche effectivement de certains pays, de ce qu'on appelle très, très maladroitement le Sud global. Et effectivement, on voit bien qu'il profite de cette absence d'alliance transatlantique, ou en tout cas de son délitement. Aujourd'hui, l'alliance transatlantique, c'est quoi pour faire
très très bref et être très honnête, c'est beaucoup plus l'Europe avec le Canada, voire jusqu'au Japon et à l'Australie, quand on le voit avec la coalition des volontaires par exemple, qu'une association entre l'Europe et les États-Unis. Il reste peut-être cette relation un peu privilégiée entre la Grande-Bretagne et les États-Unis de Trump, mais il s'agit surtout de maintenir ce lien, sinon effectivement là on serait complètement, ce serait cataclysmique. Donc on sent bien quand même qu'il y a une grande différence de point de vue. Et puis, à ce titre-là, il peut parler de stabilité, Xi Jinping, parce qu'effectivement, c'est très instable ce qu'on voit aujourd'hui sur la scène occidentale. À plusieurs reprises durant ce sommet, sans les nommer, le président chinois a fustigé l'attitude des États-Unis. On va l'écouter. Nous devons défendre l'équité et la justice, promouvoir une perspective historique correcte sur la Seconde Guerre mondiale et nous opposer à la mentalité de guerre froide, bloquer la confrontation et les pratiques d'intimidation. Nous devons préserver le système international centré sur l'ONU et soutenir le système commercial multilatéral avec l'OMC en son cœur. Nous devons prôner un monde multipolaire, égalitaire et ordonné, une mondialisation économique bénéfique et inclusive et rendre le système de gouvernance mondiale plus juste et équitable. Mélina, qu'est-ce qu'il entend, Xi Jinping, lorsqu'il parle de mentalité de guerre froide? Alors c'est très intéressant parce qu'il ne cite jamais les États-Unis, mais on voit très bien que c'est une critique voilée de l'américain, en tout cas des États-Unis, parce que j'aime pas forcément dire Amérique pour parler des États-Unis. Concrètement, qu'est-ce qu'il critique, Xi Jinping? Il critique l'approche qui n'est pas forcément américaine d'ailleurs sur ce point-là, qui divise le monde en deux camps opposés, qui seraient les démocraties versus les autocraties. Par contre, la vision qui est très américaine qui critique, c'est l'intimidation et les sanctions comme outil diplomatique. On le voit, c'est une politique de sanctions depuis le début de la part de Donald Trump. Des États-Unis aussi qui maintiennent finalement une hégémonie unipolaire plutôt qu'un vrai multilatéralisme, parce que vous avez raison quand vous parlez peut-être des régimes qui sont autocratiques, mais qui pour autant ne veulent pas la fin du multilatéralisme. Aujourd'hui, quand on regarde la politique de Donald Trump, on voit bien qu'il a une volonté d'imposer son hégémonie. Et puis, c'est quelqu'un qui privilégie la confrontation à la coopération, et en ce sens-là, alors on va être très cynique, du point de vue de Xi Jinping et des autres États membres qui étaient présents, ça n'est pas bon pour le business. Donc il faut essayer de coopérer. Et on aura le temps d'en parler, mais notamment avec des ennemis très très vieux, comme l'Inde par exemple. Alors après, c'est vrai que ce sommet, il est très stratégique parce qu'il intervient au moment où Donald Trump est de retour évidemment à la Maison-Blanche, où il réactive cette logique de guerre commerciale, et notamment avec la Chine, où il s'aborde justement ces mécanismes multilatéraux qui avaient contribué à forger justement la diplomatie américaine avant lui. Donc finalement, il présente un peu la Chine et l'OCS comme des garants, une alternative effectivement qui est pacifique et coopérative. On voit bien que tout le monde se serre la main, alors que ce soit orchestré ou que ce soit improvisé, le résultat elle-même, l'affichage, c'est de dire, regardez, on est tous capables de discuter malgré nos divergences. Et pendant que les États-Unis se départissent de certains alliés, la Chine, elle s'en crée de nouveau, en tout cas consolide ses partenariats? Je suis tout à fait d'accord avec l'expression de consolider, parce que, par exemple, on évoquait l'ONU. L'ONU, il y a 10 ou 15 ans, que la Chine a commencé à s'intéresser beaucoup, notamment aux postes stratégiques à l'intérieur de l'organisation, et où il y a un grand nombre de Chinois qui occupent vraiment de très très hautes responsabilités. La Chine s'est aussi de plus en plus investie dans les missions de maintien de la paix, par exemple, au cours de la dernière décennie. Ça, c'est un élément qui est très important. Mais comme vous le soulignez, il y a cette question d'affichage. C'est-à-dire qu'en effet, le front anti-occidental, ou en tout cas anti-ordre démocratico-libéral issu de la Deuxième Guerre mondiale, puis de la guerre froide. C'est ça qui est au cœur des enjeux. Pour moi, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la suite de ce qui a été dit dès les années 50 à la conférence de Bandung, en fait. C'est la poursuite du mouvement des non-alignés, en fait, qui ne veulent pas se ranger derrière une vision unique d'un côté ou de l'autre, et qui ont des différences, parce que
tous les dirigeants que l'on voit là se réunissent pour dire non à un certain type d'ordre, mais sont loin d'être d'accord les uns avec les autres à un grand nombre d'égards. Le cas d'école, c'est quand même celui de l'Inde et du Pakistan qui ont eu un conflit, alors qui s'est très très vite arrêté récemment, mais enfin qui ont quand même un conflit larvé depuis des décennies. Les deux sont là alors qu'ils ne sont absolument pas sur les mêmes lignes. L'Inde, par définition, sa diplomatie, elle s'intitule celle du multi-alignement. L'Iran est présent aussi, alors qu'il n'est pas du tout certain que Téhéran ait beaucoup goûté l'attitude très prudente, voire complètement silencieuse de la Chine au moment de cette fameuse guerre de 12 jours. Ouais. Donc, oui, il y a une volonté de démonstration d'unité, mais autant le camp ex-occidental, ou en tout cas ex-transatlantique, est très divisé, celui-ci n'est pas aussi uni, à mon avis, qu'il veut bien le laisser paraître. Xi Jinping veut unir les forces du Sud global. Qu'est-ce qu'il a à proposer à ce Sud global ? Alors, il veut les unir d'abord régionalement, parce qu'il y a là cette réunion de l'OCS, donc, qui est circonscrite à l'Asie un peu élargie, mais il y a ce qu'on appelle le FOCAC, qui est le Forum pour le continent africain. Il y en a un équivalent pour l'Amérique latine. Donc, la Chine propose en fait d'abord une vision politique qui se veut non interventionniste, c'est-à-dire le droit pour chaque État de choisir le type de régime qu'il veut appliquer à l'intérieur, quand bien même il est autocratique, ça n'est pas une question. Il veut aussi promouvoir un ordre économique, bien sûr, qui reste fondé sur le libre-échange, d'où la défense aussi de l'OMC, qui promeut aussi ces fameuses routes de la soie. Mais là aussi, on voit des voix se faire entendre pour dire, oui, mais regardez ce qui nous est proposé, notamment en Afrique, ce sont des concessions pures et simples, avec la Chine qui propose des infrastructures, mais qui, en échange, a accès de manière privilégiée à des matières premières, etc. Donc, il n'est absolument pas certain on soit, enfin moi je suis convaincue d'ailleurs qu'on n'est pas face au passage d'un hégémone face à un autre en fait. Tout le système est contesté, quand bien même les hyperpuissances essaient de domestiquer un certain nombre d'États derrière elles. Mélina, ces pays qu'on dit du Sud global, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Qu'est-ce qui les unit? Je vais reprendre ce que vous disiez, Niagalé, sur le fait qu'on parle de l'OCS, mais en réalité, il y a eu les BRIC, puis les BRICA avec l'Afrique du Sud qui est arrivée en 2010. Puis finalement, quand on regarde la carte des BRICS aujourd'hui, donc avec South Africa en anglais, on voit bien que ça s'est multiplié. Mais le terme de Sud global, je disais tout à l'heure, il ne veut rien dire. Mais c'est un peu comme quand on dit l'Occident, si vous voulez, c'est très facile de mettre tout dans un même panier. Mais quand on les regarde, les divergences, elles sont énormissimes. Donc, vous avez rappelé, Niagalé, tout ce qui peut les réunir. Maintenant, tout ce qui peut les diviser, mais c'est d'une évidence. C'est-à-dire que, à part quelques votes au Conseil de sécurité de l'ONU, déjà rien qu'entre la Chine et la Russie se sent extrêmement mal de dépendre autant de la Chine. Il y a une forme de fierté de la part des Russes et des Chinois où on sent que cette interdépendance, elle passe quand même très très mal. Alors effectivement, il faut afficher une volonté d'unité, surtout quand on voit que l'Occident donc est désuni, donc ça fait quand même très bonne figure. Il faut montrer aux institutions internationales qu'il y a une volonté de collaboration et de coopération au niveau à minima régional, mais ce Sud global, finalement, qu'est-ce qui les réunit? Je dirais qu'il y a une chose dans laquelle tous les pays membres de ce Sud global, encore une fois pour le reprendre avec des guillemets, la seule chose qui les réunit, c'est une sorte d'anti-américanisme primaire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de on va faire front contre les États-Unis et l'Europe d'une certaine manière, mais surtout contre les États-Unis. Sauf que là, comme vous le disiez tout à l'heure, Niagalé, au final, Trump
la façon qu'il a de mener sa barque peut faire en sorte qu'il va se rapprocher de certains de ces États qui considéraient, que les États-Unis considéraient comme des parias jusqu'à il y a quelques années. Donc finalement, on est dans un monde multipolaire, une redéfinition des cartes, un changement de paradigme total dont on parle depuis plusieurs mois maintenant aussi sur ce plateau à la faveur de non seulement de la guerre en Ukraine mais aussi de ce qui se passe à Gaza. Donc c'est pas aussi clair. C'est ni l'Occident versus le Sud global, ou à l'époque les non-alignés, ou pendant un temps on les appelait les pays du tiers-monde ou les pays en voie de développement. Enfin, on adore mettre des tampons sur des catégories, mais c'est pas le cas. C'est pas la réalité géostratégique. Et parmi les dirigeants présents, vous l'évoquiez tout à l'heure, Mélina, Narendra Modi. On sait que les relations entre l'Inde et la Chine ne sont pas toujours au beau fixe. On va écouter Xi Jinping. Cette année marque le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'Inde. Les deux parties devraient envisager et gérer leurs relations bilatérales dans une perspective stratégique à long terme. Être de bons voisins et amis, ainsi que des partenaires pour la réussite mutuelle, et faire danser le dragon et l'éléphant ensemble, devrait être le bon choix, tant pour la Chine que pour l'Inde. On voit bien la main tendue vers l'Inde. Est-ce qu'on aurait pu imaginer la présence de Narendra Modi avant ces taxes douanières de 50% imposées par les États-Unis ? Allez-y. Pardon. Difficilement, parce que je crois que ça fait 7 ans qu'il n'y avait pas eu de visite. 2018. Voilà, oui, c'est ça, 7 ans. C'est ça. Dans le calcul. Mais qu'il n'y avait pas eu de visite de Narendra Modi en Chine. Et surtout, il faut avoir conscience que ce sont les deux grands rivaux de la région, y compris d'un point de vue démographique. La Chine est en passe d'être supplantée à très long terme, elle l'est déjà, mais même à très long terme, par l'Inde. Et il y a aussi cette compétition de nature technologique. On est face à deux pays qui se développent de manière extrêmement fulgurante, y compris dans des domaines où l'Occident, justement, excelle. Donc oui, il y a cette concurrence. Effectivement, les droits de douane qui ont été pris comme sanctions secondaires, en fait, contre l'Inde par rapport à cette question de la guerre en Ukraine, etc., qui ont été très peu appréciés par Narendra Modi. Mais il y a aussi ce que Donald Trump affirme avoir géré comme crise, qu'il a plutôt abordé en prenant le parti du Pakistan. Donc l'Inde... il a poussé l'Inde dans les bras de la Chine. D'ailleurs, voilà. Pendant la guerre commerciale, voilà. On a appris de la part de nos confrères d'un quotidien allemand que Donald Trump aurait essayé d'appeler à 4 reprises Narendra Modi, qu'il l'aurait cordialement ignoré. Ça en dit long quand même. Et puis surtout, il a souligné, Narendra Modi, à l'occasion de ce forum, de ce sommet, l'hypocrisie finalement des États-Unis, parce qu'il dit « Vous me considérez comme responsable du maintien de la guerre en Ukraine parce que j'achète du pétrole à la Russie qui est sous sanctions, mais en réalité, la Chine en achète bien plus que moi, la Turquie qui fait partie de l'OTAN en achète bien plus que moi. Donc, et surtout, quand moi je prends du pétrole à la Russie, on raffine ça en Inde et ensuite on le revend aux Européens qui, eux, ne sont pas victimes de sanctions. Donc finalement, il y a une sorte d'hypocrisie. Et puis ça reste le 3e pays, effectivement, pour rejoindre ce que vous disiez, c'est la 3e puissance mondiale en termes de parité de pouvoir d'achat. Ça veut dire qu'il y a une course quand même là qui s'opère, quoi. Merci beaucoup. On va passer à l'autre thème de la soirée, ce fameux plan de Donald Trump pour Gaza dont on parle depuis hier. Il a été révélé par le Washington Post. Il prévoit le déplacement des plus de 2 millions d'habitants pour faire de Gaza un centre touristique et technologique. Écoutons les détails avec Marc Pope. Des gratte-ciel dernière génération et des champs à perte de vue. Voilà à quoi pourrait ressembler la Riviera du Moyen-Orient voulue par Donald Trump en lieu et place de la bande de Gaza. Cette illustration fait partie du plan américain de 38 pages consulté par le Washington Post. Il prévoit que la bande de Gaza soit placée sous administration américaine pendant 10 ans pour la transformer en centre touristique et technologique. Il envisage ainsi le déplacement volontaire des quelques 2 millions d'habitants vers d'autres pays ou vers des zones sécurisées à l'intérieur de l'enclave. Pour encourager ces départs, le plan offre $5 000 en cash, une aide couvrant 4 ans de loyer et 1 an de nourriture. Les propriétaires terriens se verraient aussi attribuer des jetons numériques qui les aideraient à financer une nouvelle vie ailleurs ou à obtenir un appartement dans l'une des 6 à 8 nouvelles villes intelligentes alimentées par IA dans le territoire palestinien. Le temps de la reconstruction, le territoire serait ainsi placé sous l'administration d'une entité baptisée The Great Trust,
acronyme signifiant Fonds pour la reconstruction, l'accélération économique et la transformation de Gaza. Une fois la reconstruction achevée, l'organisme laisserait sa place à une entité palestinienne reformée et déradicalisée. Selon le Washington Post, ce plan aurait été élaboré par certains Israéliens à l'origine de la Fondation humanitaire de Gaza, chargée de distribuer l'aide alimentaire et au centre de nombreuses critiques. Le plan a été salué par l'extrême droite israélienne, mais largement rejeté par les pays arabes et la plupart des pays occidentaux. L'ONU, de son côté, met en garde contre le nettoyage ethnique de la bande de Gaza. Mélina, Donald Trump n'en démord donc vraiment pas avec cette idée de French Riviera et les Gazaouis dans tout ça. C'est la question qu'on peut se poser. Alors déjà, au-delà du fait que quand on voit l'état de Gaza aujourd'hui et qu'on voit les images artificielles qui ont été créées pour ce plan, ce qui est au-delà du fait que c'est complètement inique, il faut aller malheureusement dans le détail. Je vais être assez technique, mais je pense que le diable se cache dans les détails. Quand vous voyez ces images-là du Great Trust, du fonds donc, qui envisage cette construction de ville intelligente alimentée par IA, complexe de luxe, centre industriel, il faut voir, on ne parle pas seulement de on donne 5 000 $ à des Palestiniens pour partir. Encore une fois, il y a deux types de relocalisation. Il y a la relocalisation volontaire, je vais mettre des guillemets parce qu'il faut voir dans les conditions dans lesquelles on propose le départ. Donc, relocalisation temporaire de la totalité des plus de 2 millions d'habitants de Gaza, soit par des départs volontaires vers d'autres pays, soit dans des zones sécurisées et restreintes, c'est ce dont on parlait dans le sujet avant, à l'intérieur de l'enclave pendant la reconstruction. Alors, on ne sait pas très bien où. Chaque Palestinien qui choisit de partir recevrait effectivement 5 000 $ en cash et des subventions pour couvrir 4 années de loyer ailleurs, encore une fois on ne sait pas où, ainsi qu'une année de nourriture. Pour ceux qui restent, parce que peut-être que certains Gazaouis auraient envie de rester, ah oui on pense quand même à eux, eh bien les propriétaires terriens recevraient un jeton numérique, c'est ce dont on parlait, c'est un token en échange des droits de redéveloppement de leur propriété. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on numérise l'expropriation et on enlève le foncier à tous ces habitants gazaouis, puisque ce token il pourrait être utilisé pour financer une nouvelle vie ailleurs, ou éventuellement on pourrait l'échanger contre un appartement dans l'une des 6 à 8 nouvelles villes intelligentes alimentées par l'IA dont on parlait. Les familles gazaouis qui restent ou bien qui partent et qui reviennent après l'achèvement de ces zones résidentielles que vous voyez sur ces images, eh bien, ils se verraient offrir la propriété de nouveaux appartements de 160 mètres carrés évalués à 75 000 $ chacun. Donc vous voyez, on fait quand même montre d'une certaine générosité, évidemment je parle avec beaucoup d'ironie, du côté des États-Unis et de leurs alliés, puisque tout cela a été concocté savamment avec l'extrême droite israélienne, avec le gouvernement israélien actuel. Niagalé Bagayoko, est-ce que ce plan, il peut être mis en place ou est-ce que c'est encore une idée totalement farfelue de Donald Trump ? Est-ce qu'il peut être approuvé par Israël ? Il peut être approuvé, alors je ne dirais pas par Israël, mais en tout cas par le gouvernement israélien actuel et notamment par ses composantes les plus extrémistes. C'est même pas approuvé, c'est promu, applaudi et effectivement mis en œuvre de manière résolue. Même si le territoire est mis sous curatelle américaine pendant 10 ans ? Mais c'est plus compliqué que ça, parce que d'abord, on ne serait pas dans le cadre de ce qui a pu se produire, par exemple, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. On ne serait pas dans le scénario comme l'occupation américaine du Japon, qui avait été approuvé par l'ONU. Là, on serait dans le cadre d'un accord israélo-américain, dans le cadre d'un accord bilatéral. Il n'est absolument pas question d'une quelconque approbation ni multilatérale, ni conforme à un quelconque droit international. On parlait de ces déplacements de population, on est très clairement dans la problématique du déplacement forcé. Du nettoyage ethnique. Et du nettoyage ethnique qui sont effectivement particulièrement encadrés pour lutter contre elles par le droit international. Par ailleurs, il n'est pas à douter qu'il y a des extrémistes, et aux États-Unis et en Israël, qui sont prêts à faire adopter ce type d'approche. Mais il est à espérer qu'il y ait un concert d'opposition au niveau international. Je pense que ce plan va tellement loin que je vois très mal qui pourrait l'approuver, parce que là, on parle de proposer aux Palestiniens de se réfugier
Dans d'autres pays, on ne parle plus des voisins déjà, parce qu'au départ, on parlait des pays voisins. Là, on parle même de relocalisation, pas dans ce document-là, mais très souvent, on évoque par exemple le Soudan du Sud, Juba, enfin comme ville. Quand on connaît le Soudan du Sud, il faut voir ce qu'on propose. Aux Palestiniens, c'est un pays qui est totalement en guerre, déchiré. Quant à cette question de l'intelligence artificielle, je trouve ça très intéressant parce qu'on voit bien sûr cette espèce de connivence réactionnaire en réalité avec la Silicon Valley. Mais moi, je note quelque chose, c'est que dans cette fameuse vidéo qui nous avait tous non seulement atterrés, mais estomaqués en fait, Trump-Gaza, Gaza-Riviera, il y avait quelqu'un qu'on ne voit plus du tout aujourd'hui. C'est Elon Musk. Donc ça, c'est un indice de la difficulté aussi qu'il peut y avoir à mettre tout le monde d'accord sur un plan qui semble tellement parfait sur le papier ou plutôt sur le logiciel. Pour un homme qui espère recevoir le prix Nobel de la paix, déplacer 2 millions d'habitants, c'est peut-être pas une bonne idée, non ? Bien entendu, mais je pense que ce n'est pas sa conception de la paix. Sa conception de la paix, c'est la paix par la force, il ne faut jamais l'oublier. Par la force et pas forcément par l'interventionnisme. Par des deals. Et par des deals, mais on n'est absolument pas dans l'idée d'une intervention militaire non plus. On est dans l'idée d'une incitation forcée, y compris de nature économique, et on est aussi dans un projet de type très immobilier. Et il ne faut pas oublier quelle est l'origine professionnelle de Donald Trump non plus. Merci beaucoup Niagale Bagayoko, merci également à Mélina Huette. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.